Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission qui nous place au cœur de cette présidentielle du 22 novembre prochain. Il faut dire que c'est un candidat, un programme. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dr Zéphirin Diabré, candidat à la présidentielle et président de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Sur le plan politico-administratif, il faut dire qu'il a occupé plusieurs fonctions, ministre, député, fonctionnaire international, enseignant. Aujourd'hui, il brigue la magistrature suprême. Alors, bonjour, Monsieur Diabré. Oui, bonjour. Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes au cœur de cette présidentielle, un candidat, un programme. En 2015, déjà, vous avez été candidat. Cette année encore, vous êtes candidat. Nous voulons savoir si les fondements de la candidature de 2015 ont changé ou bien ce sont les mêmes raisons. Le temps a changé, donc les fondements de la candidature peuvent avoir évolué, mais en matière de politique, il y a aussi des constantes. En 2015, nous étions dans une période post-insurrectionnelle et les thèmes dominants de l'époque étaient quelque peu liés aux questions de gouvernance et de gestion du développement. Aujourd'hui, le contexte est différent avec un régime qui est en place depuis 5 ans et qui a montré une incapacité totale et notoire à régler les problèmes des Burkinabés. Et puis, il y a de nouveaux défis auxquels le pays est confronté qui, bien entendu, doivent être pris en compte par tout candidat à la magistrature suprême. Je pense entre autres à la question donc de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Alors, vous parlez des nouveaux défis que sont la sécurité et la lutte contre le terrorisme. En 2015, ce n'était pas forcément les priorités ou les défis. Pour vous, ce sont des questions urgentes ou bien des questions de priorité? Parce qu'il y en a qui disent que ce sont des questions urgentes mais pas prioritaires. C'est une question à la fois urgente et prioritaire. Il est difficile de concevoir qu'on puisse sortir ce pays de son sous-développement et l'amener vers un chemin de progrès si on ne résout pas cette question-là qui doit être faite dans le très très court terme. Ça ne veut pas dire que c'est la seule question à laquelle il faut accorder une attention. En même temps qu'on le fait, bien entendu, il faut que l'on s'occupe des questions usuelles de développement qui sont très nombreuses et qui sont anciennes. Mais l'urgence pour nous, c'est de reconquérir notre territoire depuis 5 ans, de par l'incompétence donc de ceux qui nous gouvernent. Des hordes de terroristes ont pu s'infiltrer dans notre pays, occuper des zones, s'aimer la désolation. On parle aujourd'hui de plein de millions et poussières d'hommes et de femmes qui sont déplacés de leur domicile habituel, sans compter les nombreux morts qui ont jalonné un peu ces 5 ans-là. Au-delà même de ces questions liées à la violence elle-même, on voit que l'arrivée de ces terroristes-là a entraîné une désaccrochation de notre tissu social. L'harmonie sociale qui est caractérisée au Burkina Faso n'est plus là, au point que certains de nos compatriotes, je pense par exemple à nos frères Peul, se sentent quelque peu stigmatisés, voire mis au banc de la nation. Il y a tout un tas de défis autour de cette question-là qu'il va falloir rapidement et urgemment résoudre pour pouvoir nous occuper des autres questions de développement. Alors quand vous parlez de rapidement et urgemment régler, est-ce que vous donnez un délai pour pouvoir régler ces questions qui sont urgentes et prioritaires selon vous? Alors, on n'a pas un délai temporel, mais il y a un délai en termes de mode d'action. Il va falloir qu'il y ait des initiatives qui soient prises dans cette perspective-là. Et l'une, par exemple, qui va contribuer indirectement à cela, c'est ce qu'on appelle couramment la question de la réconciliation nationale. Faire en sorte que nous puissions régler et solder nos anciens comptes, que nous nous parlons en tant que Burkinabés, que nous soyons nos plaies et nos cœurs, que nous nous disons des vérités, que nous nous réconcilions, ce qui fera de nous une nation beaucoup plus forte pour affronter ces défis. Alors, le président actuel, qui est aussi candidat pour le compte du MPP, s'est donné 6 mois pour régler les questions de réconciliation et puis faire venir les exilés. Vous donnez également un temps pour cela, ou bien parce que pour les questions de sécurité, vous dites que c'est difficile de circonscrire cela dans le temps, mais pour la question de la réconciliation nationale, est-ce qu'il y a quand même un délai? Je reviens d'abord au candidat sortant. Comment est-ce qu'on peut faire en 6 mois ce qu'on n'a pas réussi à faire en 5 ans? Il avait 5 ans pour traiter cette question-là. Il n'a pas fait. Et comment est-ce qu'il peut faire en 6 mois ce qu'il n'a pas fait en 5 ans? Et je dois vous dire aussi que l'opposition, que j'ai l'honneur d'être le chef de file, lui a remis un mémorandum sur cette question, qui dit à peu près un peu ce que nous voyons, nous avons comme vision, et qui proposait un calendrier et une démarche. S'il avait suivi ce qu'on avait proposé, en principe, le grand forum, le grand déballage national, le grand forum de la réconciliation aurait dû se tenir en juin 2020. Malheureusement, il n'a pas, ni lui ni ses partisans au sein de sa majorité, il n'a pas accordé à ce mémorandum l'attention qu'il méritait. Et nous sommes un peu surpris
qu'il en fasse aujourd'hui une question électoraliste. En fait, il fait un clin d'œil aux partisans de ceux qui sont en exil, en pensant que s'il met sur la table cette offre-là, peut-être qu'il aura leur suffrage. D'accord. Alors, au niveau du Burkina Faso, il y a les défis sécuritaires, les défis de la réconciliation nationale, mais il y a aussi d'autres questions comme les éléments de la bonne gouvernance. Voilà, sur quoi est-ce que vous allez axer vos priorités pour qu'on puisse avoir une gouvernance vertueuse des ressources? D'abord, il faut signaler que les Burkinabés sont déçus de voir que sous un régime issu donc de l'insurrection et qui aurait dû en principe prendre en compte les aspirations de cette insurrection-là, on voit ressurgir les mêmes méthodes et les mêmes mauvaises manières de gérer qui ont caractérisé l'ancien système. Et ça, c'est une grande déception pour les Burkinabés, notamment pour les jeunes. La corruption est de retour et ce sont même des partisans du régime qui le disent, à côté de l'autorité supérieure de lutte contre la corruption. La politisation de l'administration est de retour à outrance. Les cadres qui sont compétents sont mis de côté pour que l'on puisse mettre dans les postes qui sont, semble-t-il, considérés comme étant juteux ou intéressants, des cadres qui sont des militants du mouvement donc, pour le progrès. Donc il y a un problème à ce niveau-là qu'il va falloir revoir très très rapidement pour redonner confiance aux Burkinabés. Vous savez, nous sommes le pays de Thomas Sankara, donc tout ce qui touche à la gestion du bien public est une chose qui attire l'attention des gens. Quand des ministres de la Défense, dans un pays qui est en lutte contre le terrorisme, se retrouvent en prison pour avoir fait des investissements dont ils n'arrivent pas à justifier un peu les montants, comment voulez-vous que les citoyens aient confiance en un tel gouvernement? D'accord. En dehors aussi de la question de la bonne, dans la question de la bonne gouvernance, il y en a qui parlent de dépolitisation de l'administration burkinabé. C'est une administration aussi qui a une histoire de politisation. Est-ce que c'est possible de déminer politiquement l'administration? Alors, l'histoire de politisation n'a pas toujours été là. Vous êtes sans doute peut-être trop jeune pour avoir vécu les administrations dans les années 60 et 70. À l'époque, on nommait des hommes et des femmes dont on savait qu'ils avaient des opinions différentes de celles de ceux qui étaient au pouvoir, à des postes techniques parce qu'on estimait qu'ils avaient les compétences-là. Sous le président de la Lamine, par exemple, on nommait des femmes et des hommes qui ne partageaient pas la vision du pouvoir, mais on les nommait à ces postes-là parce qu'on savait qu'ils avaient ces compétences techniques. Donc c'est la nouvelle génération, à peu près avec la période de la Révolution, qui progressivement donc, a amené cette manière de faire-là, où on pense que quand on n'est pas avec nous, c'est qu'on est contre nous, et que donc on ne doit pas avoir le privilège donc, de pouvoir exercer dans la fonction publique, qui, je le rappelle, est l'instrument de tout le monde. Et le paroxysme a été atteint avec les régimes précédents et celui que l'on voit aujourd'hui, où on assiste vraiment à une manière de faire qui n'est pas qualifiable. Il est arrivé, par exemple, que des militants de mon parti, très compétents, aient été nommés à des postes, et quand on s'est rendu compte qu'ils étaient sympathisants ou militants de l'UPC, on a repris des décisions pour la rapporter. Ça n'a pas de sens. Quand on construit un pays, on cherche d'abord les femmes et les hommes compétents, et c'est ce que moi je vais faire. Je vais le faire en cherchant ici, mais aussi au sein de la diaspora, où je sais qu'il y a beaucoup de talents qui ont dû s'exiler parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir l'occasion ici de s'exprimer, pour que tous ces gens reviennent s'ajouter à toutes les compétences qu'il y a dans notre pays-là, afin qu'on se mette ensemble pour le bâtir et le construire. Alors, parlons maintenant de relance économique, parce que c'est une autre paire de manches au niveau du Burkina Faso. Vous êtes économiste, vous avez géré des sociétés également, mais par rapport aux questions de relance économique, c'est sur quoi exactement vous allez jouer? Alors, c'est un domaine sur lequel il y a plusieurs leviers, mais il y a d'abord une question d'environnement et de confiance. Dans la période actuelle, avec ce que nous vivons comme situation sécuritaire, il est difficile de demander à ceux qui investissent, qu'ils soient des nationaux ou des étrangers, de pouvoir investir en confiance. Il y a une question de climat et d'environnement des affaires. On me dit que des femmes et des hommes qui ont la volonté de vouloir investir sont découragés parce qu'ils ont le sentiment que tant que vous n'êtes pas proche de ceux qui sont au pouvoir, tant que vous ne concluez pas un deal avec eux, tant que vous ne les associez pas à votre affaire-là, ils ne vous laissent pas travailler. La première des choses à faire, c'est de recréer un environnement où celui qui veut avoir l'initiative privée n'a pas besoin d'aller chercher des amitiés politiques. Une fois qu'on a fait ça, le reste, c'est un choix de secteur d'activité. Nous avons une agriculture qui a besoin d'être modernisée. Il n'est pas normal que 60 ans après l'indépendance, nos paysans soient encore à labourer leurs terres avec des dabas. Nous devons passer à l'âge de la charrue, et moi je milite pour que ce soit une charrue, enfin à l'âge des tracteurs, et moi je milite que ce soit un tracteur pour un village, dans une formule qu'on peut trouver pour que chacun puisse l'utiliser. Il faut donc passer à une étape supérieure de la mécanisation agricole. Et c'est ce que moi j'appelle, il faut une révolution agricole. À côté de cela, il faut qu'on ait un certain nombre de politiques d'irrigation
pour qu'il y ait de l'eau en abondance et qu'on ne se replie pas uniquement et qu'on ne se résout pas à attendre uniquement que ce soit la pluie qui nous donne de l'eau pour l'agriculture. Moi, je pense que l'on peut faire 2, 3 récoltes dans l'année dans ce pays. Troisièmement, il faut que l'on ait une diversification de nos productions. On a des cultures vivrières traditionnelles qui sont celles qui nous nourrissent. On doit en ajouter d'autres. Mais il y a d'autres formes de culture aussi que l'on peut ajouter, que certains pays voisins ont adoptées depuis très longtemps, qui doivent permettre un peu d'apporter des revenus donc, à nos agriculteurs. Il faut que le métier d'agriculteur devienne un métier honorable et non pas un métier par défaut. Alors donc nous devons comprendre que votre levier principal pour la relance économique, ça va être l'agriculture? Oui, mais l'agriculture dans le sens où elle doit avoir un lien avec l'industrie. Parce que pour moi, le secteur secondaire est un secteur qui est trop faible au Burkina Faso. Et on ne pourra pas créer des emplois durables si on n'arrive pas à développer une industrie. Il faut que l'agriculture soit le point de départ de notre industrialisation. Donc, par l'agro-industrie. Et qu'à côté de cela, on développe ce que j'appelle des industries mécaniques, qui vont permettre un peu que la main-d'œuvre qualifiée que l'on va libérer du secteur agricole avec la mécanisation là, puisse trouver un endroit où elle puisse avoir donc de quoi faire. Moi, je rêve de faire du Burkina Faso l'usine de la sous-région et par-delà l'usine du monde. De la même manière que les Chinois ont réussi à faire leur pays, la Chine, l'usine du monde. Il faut qu'un certain nombre de produits techniques, mécaniques, qui sont des produits usuels, ne soient plus importés par les Africains, mais soient produits par les Burkinabés donc pour leurs besoins. Donc il y a une jonction dans ma vision entre la nouvelle agriculture que je préconise, celle d'une révolution agricole, et la nouvelle industrie que je souhaite voir naître, celle d'une révolution industrielle. Est-ce que cela va nécessiter pour vous une réforme du système éducatif ou on n'en a pas forcément besoin? Ah oui, non, forcément. Il y a déjà des pistes, puisqu'on voit que l'enseignement professionnel est en train de se développer, mais il faut aller au-delà. Quand vous regardez un peu autour de vous, la plupart des Burkinabés utilisent des portables Samsung qui sont d'origine de Corée du Sud. Mais c'est parce que la Corée du Sud, à un moment donné, a formé les gens d'une certaine manière que nous en sommes aujourd'hui à acheter tous des portables Samsung. On a besoin qu'à côté des formations classiques que l'on a, on ait un corps d'élite de haut en bas sur le plan technique et technologique. Et ça, c'est une condition indispensable si l'on veut avoir une industrie qui soit prospère. Donc, une réforme du système éducatif qui passe par l'intégration de l'apprentissage à l'école? Par les filières techniques, par le développement des filières techniques et scientifiques, par le fait qu'on remette dans la tête des gens qu'il n'y a pas de saut métier et que contrairement à ce qu'ils pensent, ce n'est pas s'asseoir dans un bureau avec un crayon et un bic là qui est le métier le plus valorisant. Que même les métiers de la technologie sont des métiers très valorisants sur lesquels on ne devrait pas avoir de honte. Parce que dans l'esprit souvent de nos enfants, ils conçoivent ces métiers-là comme étant pas très valorisants. Et même à l'école, dans le temps, on envoyait vers les filières techniques ceux qui avaient plus ou moins échoué. Il faut en finir avec ça. Il faut que l'on comprenne que nous sommes dans un monde qui avance par la technologie et que ce sont nos ingénieurs, nos agents de maîtrise, tous ceux qui font ces métiers techniques-là qui doivent être le moteur du développement. En une minute, si quelqu'un doit voter pour Zéphirin Diabré le 22 novembre, quelles doivent être les raisons pour lesquelles la personne doit voter pour? Et il y a plusieurs raisons. Moi, j'ai un parcours qui a été fait devant les Burkinabés, qui fait que je pense avoir accumulé une expérience et un savoir-faire qui seront utiles si ils me confient ce pays. J'ai accumulé cette expérience dans le secteur privé national, dans les affaires gouvernementales, dans le secteur privé international et dans le milieu des bailleurs de fonds internationaux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait, sans me vanter, qu'il y ait beaucoup de mes concurrents qui aient réussi à cacher, comme on dit, l'ensemble de ces cases-là à la fois. Deuxièmement, ils connaissent les Burkinabés mon attachement pour la bonne gestion de la chose publique, pour l'intégrité. Avec moi, ce sera tolérance zéro et ils le savent très bien. La corruption doit être extirpée de notre vie et de notre vie sociétale. Parce qu'il faut que l'on mette dans la tête des femmes et des hommes de ce pays-là que le bien commun est quelque chose de sacré. Troisièmement, nous avons un grand besoin de réconciliation. Et je pense être la personne aujourd'hui qui est capable de réconcilier les contraires. Et je l'ai prouvé à travers mon parcours politique. Hier, j'étais à la place de la Révolution avec ceux qui gouvernent le pays aujourd'hui, contre ceux qui sont avec moi aujourd'hui au CEFOP. Et aujourd'hui, j'ai pu me suis passé moi-même pour m'asseoir avec l'ancienne majorité que j'ai combattue, opposant face à ceux qui nous ont gouvernés. Je n'ai pas d'ennemis, ni à droite, ni à gauche. Je suis capable de gouverner demain avec les uns à ma droite et les autres à ma gauche. Et on aura besoin de ça pour que le Burkina Faso ait un nouveau départ. Pour que le Burkina Faso ait un nouveau départ, c'est votre vœu, c'est aussi ces mots-là qui mettent fin à cette émission. Nous vous disons merci
de nous avoir reçus. Beaucoup de courage à vous et merci également, monsieur, madame, vous qui nous avez suivis. Également, merci à toute l'équipe de la réalisation. Au revoir et demain pour un autre rendez-vous avec un candidat, un programme.